Alors, on a vu quelques éléments de base dans la première partie et aujourd'hui on va voir plus en détail comment déclencher un EMC et quels sont les effets principaux. Alors il y a eu pas mal d'études qui ont essayé de cartographier comment déclencher un EMC que je mets en description et j'en ai regroupé plusieurs pour être bien précis. Alors la première possibilité c'est de manière spontanée, comme avec la rêverie éveillée par exemple. Mais ça peut être des choses beaucoup plus intenses avec les expériences de mort imminente, dont on peut trouver de nombreux témoignages sur internet. Le deuxième déclencheur possible, c'est de manière physique ou physiologique, avec par exemple la fatigue, le jeûne, l'hyper ou l'hypoventilation. Et si on va être vraiment bien précis, il y a en fait deux sous-catégories, avec soit une réduction des stimulations extérieures, avec par exemple la déprivation sensorielle, soit une augmentation des stimulations extérieures, avec par exemple de la musique trance, que l'on n'appelle pas musique trance pour rien d'ailleurs. Et ça peut être également une activité de groupe comme une danse extatique, par exemple. Une danse quoi? Alors, de la danse extatique, c'est peut-être mieux en image, c'est une danse où l'on va simplement danser mais sans réfléchir, comme ça vient, se laisser bercer par la musique et sans considérer les regards extérieurs. C'est un peu bizarre, mais c'est très efficace pour déclencher des EMC. Ouais, je vois. Et il y a d'autres possibilités sinon? Alors la troisième possibilité, c'est de manière psychologique, avec la méditation ou la relaxation par exemple. Et il y a ici également deux sous-catégories, avec soit une augmentation de l'état d'alerte, en observant un mouvement répétitif de manière attentive par exemple, soit une diminution de l'état d'alerte avec une somnolence. Et on a ici aussi une troisième catégorie, avec les EMC induits par une tierce personne, avec notamment l'hypnose. La quatrième possibilité, c'est de manière pharmacologique, avec des plantes, drogues, psychédéliques et autres médicaments. On a par exemple parmi les plus connus le LSD, la psilocybine qui vient de certains champignons, l'ADMT également qui est une molécule naturellement présente dans le cerveau, etc. Il en existe des centaines d'autres. Tout ça c'est interdit, on est d'accord? Oui, la majeure partie des produits induisant des états modifiés de conscience sont interdits en France, mais pas dans tous les pays. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Et la dernière possibilité, c'est de manière pathologique, avec par exemple l'épilepsie, des troubles psychotiques ou des lésions cérébrales. Et là, ça devient plus compliqué parce qu'on a défini les EMC comme étant différents de l'état normal, mais si l'état de tous les jours est déjà plus ou moins un EMC, ça devient plus compliqué. Ouais, je vois. Bon, bah c'est sûr que état normal, ça veut pas dire grand-chose. Moi, tu vois, je suis dans un état normal tout le temps, mais toi, par contre, avec tous tes trucs bizarres, là, je suis pas sûr. Et justement, pour pouvoir juger si un état est normal ou pas, on va avoir besoin de critères qui vont nous permettre de mesurer un écart par rapport à un état de référence. Donc on a vu dans la première partie 4 critères qui sont l'intuition, le sens de soi avec la dissolution de l'ego, la richesse donc avec l'accès à de nouvelles informations, à de nouveaux souvenirs, et enfin la temporalité avec la sensation que le temps s'écoule plus ou moins vite. Mais en réalité, il en existe plein d'autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux EMC, ils ont simplement interrogé des centaines, des milliers de personnes après des EMC pour leur demander les effets qu'ils avaient pu ressentir. Et puis, via des regroupements statistiques, ils ont rassemblé les critères qui revenaient le plus souvent. Et ce travail a été fait de nombreuses fois sur des milliers de personnes avec plein de MC différents, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de plutôt fiable. Et ici, on va faire un regroupement totalement arbitraire de certains critères que j'ai piochés dans différentes études que je mets également en description. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque critère, il peut être augmenté ou diminué. Par exemple, avec la temporalité, on peut avoir l'impression que le temps passe plus vite ou moins vite. Et pour essayer de mesurer un état référence, les chercheurs ont utilisé des groupes témoins qui n'avaient pas vécu d'EMC. Et également, ils ont utilisé des placebos quand c'était possible. Alors tout ça est assez subjectif, mais à force de répéter les mêmes études de nombreuses fois, on finit par avoir quelque chose d'assez cohérent. Et pour représenter cet aspect multicritère de la conscience, on pourrait aussi dire multidimensionnel, on va tout simplement utiliser des curseurs. On peut par exemple prendre l'exemple de l'alcool avec le curseur de l'inhibition qui va baisser et également le curseur de la perception des sens qui va baisser également. Ça va dépendre de la personne et évidemment de la quantité d'alcool ingérée. Et donc voici une liste de critères qui sont régulièrement modifiés pendant un EMC. On ne les retrouve pas dans tous les EMC, mais ils sont régulièrement présents. Alors, on en a déjà parlé, on a les 4 principaux, avec le sens de soi, la temporalité, l'intuition et la richesse.
Mais on a aussi l'inhibition comportementale, donc celle-là c'est assez facile comme avec l'alcool par exemple. On a aussi les perceptions et les sensations qui peuvent être modifiées. Alors celui-là, il n'est pas forcément facile à décrire, mais pour la vue par exemple, ça peut être comme appliquer les filtres d'un logiciel de photo en faisant modifier le contraste, la saturation, la luminosité par exemple. Et c'est le même principe pour les 5 sens. On peut avoir plus de détails ou plus de contraste sur le toucher. Ce qui est doux va être encore plus doux, ce qui est rugueux va être encore plus rugueux. Et ce qui complexifie encore plus les choses, c'est que en plus de ces nouvelles perceptions, il peut également y avoir de la synesthésie. De la synesthésie quoi ? La synesthésie, c'est le fait que plusieurs sens se combinent pour envoyer un même signal au cerveau. Bon, en réalité, c'est plutôt le cerveau qui prend les signaux de plusieurs sens et qui les rassemble en une même information. On peut par exemple voir de la musique avec chaque note, chaque mélodie qui peut devenir une couleur ou une forme géométrique. Ou ça peut être par exemple une sensation auditive sur un objet qui pourtant n'avait fait aucun bruit. Etc. etc. Tous les sens peuvent se combiner plus ou moins et les possibilités sont immenses. Ok, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai compris l'idée. Également, la mémoire peut être altérée. On peut plus ou moins bien mémoriser les événements. On a aussi le sens de l'ineffable qui est souvent rapporté. Donc la sensation que les mots ne sont pas suffisants pour décrire une telle expérience. Donc là, j'ai pas d'exemple puisque c'est ineffable. Et pour revenir sur les sens, il y a toute une dimension qu'on va appeler imagerie au sens large. C'est le fait que, en plus des filtres dont on a parlé tout à l'heure et de la synesthésie, donc plutôt des modifications de la forme, on peut aussi avoir des modifications sur le fond des perceptions, au sens le fond et la forme. Donc par exemple, la perception de signaux qui n'existent pas du tout dans le monde matériel. Ça peut être les yeux ouverts ou fermés. Les yeux fermés, c'est assez facile à se représenter, comme les rêves par exemple, mais ça peut être également les yeux ouverts, avec une superposition à la réalité, de formes, d'ondulations, de fractales, de halos, voire même des hallucinations complètes. Et on reviendra sur cette notion d'imagerie plus en détail quand on parlera de certains EMC en particulier. On a aussi l'émotion et l'humeur qui peuvent impacter le bien-être, la sérénité et le confort. Ou alors, à l'opposé, aller vers de la peur ou du stress. On a également l'introspection ou l'extrospection qui peut être augmentée ou diminuée, avec par exemple un discours interne plus important ou une analyse des observations que l'on fait. Les interactions avec l'environnement vont aussi être modifiées. Donc là, c'est un peu générique, mais on peut par exemple passer beaucoup de temps à observer un objet courant du quotidien, chose que l'on n'aurait jamais fait en état normal. On a aussi l'état d'excitation ou de relaxation qui peut varier, et également l'attention qui va être fluctuante, plus ou moins attentif. On peut par exemple avoir toute l'attention fixée sur quelque chose de vraiment anodin. Les pensées également sont modifiées. Par exemple, la signification des choses peut évoluer en une pensée plus conceptuelle, avec plus de créativité, et souvent une facilité à faire des liens entre des sujets différents. Et enfin, le dernier critère de cette liste, c'est une capacité de méta-analyse sur tout ce qui se passe. Donc le fait d'interpréter différemment une pensée, une émotion, une perception, voire même d'interpréter l'interprétation. Et là, ça commence à être sympa. Ok, il n'y a plus rien à voir avec l'état normal, là. Il y a tout qui est différent. Alors en réalité, tous les critères ne sont pas modifiés en même temps. Ici, on a une liste de tous les critères qui sont les plus couramment modifiés, tout EMC confondu. Évidemment, ça va dépendre de l'EMC en question et de son intensité. Mais oui, dans certains cas, on peut être très loin de l'état normal. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la plupart des EMC, les critères vont plutôt avoir tendance à augmenter. Et c'est pas forcément quelque chose facile à se représenter parce qu'on a souvent l'exemple de l'alcool qui lui va plutôt diminuer certains critères. L'alcool va souvent avoir tendance à réduire la conscience alors que la majorité des EMC vont l'augmenter. Et pour visualiser les effets d'un EMC donné, on peut, sur la base de ces critères, tracer un graphique en toile d'araignée. Pour chaque critère, on va considérer que l'état normal se trouve au milieu de la toile. Et un état très différent de l'état normal se trouve à l'extrémité. Ici, on ne peut pas voir si le critère est augmenté ou diminué par rapport à l'état normal, mais on parle simplement de valeur absolue. Un graphique pour quelqu'un en pleine journée dans un état normal pourrait ressembler à ça.
Et puis lorsqu'un EMC est déclenché, on pourrait par exemple avoir ça. Ici, on est dans un état avec la richesse qui est fortement impactée. Donc on peut avoir par exemple une révélation importante sur son passé qui vient de surgir avec une attention qui est focalisée sur ça. Cette révélation va déclencher une importante introspection associée à une méta-analyse. Ou alors on peut avoir la vision d'une forêt magnifique qui apparaît les yeux fermés et que l'on va percevoir avec beaucoup de détails, dans laquelle on peut se sentir en symbiose. Etc., etc. Les possibilités sont infinies et on aura l'occasion de reparler plus en détail de ce type d'effet dans d'autres vidéos. Et on peut utiliser ce schéma pour décrire un EMC dans sa globalité, mais aussi pour décrire un événement en particulier pendant l'EMC. En fait, il permet simplement de décrire un état de conscience. Mais ça ne s'arrête pas là. Les critères peuvent être connectés entre eux et influer les uns sur les autres. Par exemple, si d'un coup je deviens plus attentif à quelque chose, mon attention va augmenter, ok, mais d'autres critères peuvent réagir et augmenter ou diminuer en conséquence. Par exemple, le fait de se concentrer peut déclencher une sensation dans le corps très spécifique liée à cette concentration. Ou alors une modification des perceptions associées. Ouais, c'est pas très clair encore pour moi, hein. Toutes ces variations d'effets, c'est vraiment compliqué. Alors ne t'inquiète pas, on en reparlera quand on abordera des EMC en particulier pour aller en détail sur certains effets. Donc les critères peuvent être interconnectés. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a des critères sur lesquels il est possible d'agir consciemment. Et donc, par la volonté, dans une certaine mesure, il va être possible d'agir directement ou indirectement sur un peu tous les critères, mais aussi d'agir sur l'intensité de l'EMC lui-même en l'augmentant ou en le diminuant. Et dans cette dynamique-là, certains critères vont vraiment sortir du lot. Par exemple, les émotions, les pensées et l'état de relaxation vont énormément impacter toute l'expérience. Oula, attends 2 secondes là. Tu me dis que par la pensée, tu peux contrôler l'intensité et les effets d'un EMC ? Eh bien oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire, mais on verra que c'est pas forcément si facile, mais on peut le faire de manière significative. Et avec un peu d'entraînement, on peut en fait piloter consciemment les effets d'un EMC. Piloter les effets ? Tu peux me donner des exemples là, parce que je vois pas trop ce que ça donne. Eh bien par exemple, si je fais le choix de penser à quelque chose de beau et d'agréable, ça peut déclencher des sensations de bien-être, des souvenirs ou des visions agréables. Si par contre je pense à des idées noires, ça peut déclencher des sensations ou des visions négatives. Donc une bonne maîtrise des émotions, de l'humeur et des pensées est primordiale pour vivre une bonne expérience. Et également, un dernier critère qu'on n'a pas encore évoqué, ce sont les croyances personnelles, qui vont énormément impacter les expériences en EMC. Par exemple, un moine indien peut avoir des visions de Ganesh quand un chrétien pourrait voir la Vierge Marie, ou un athée pourrait voir la Matrice par exemple. Et ça peut être extrêmement réaliste. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est le fait de se dire « j'ai eu telle vision, j'ai vu tel personnage ou tel dieu, donc il existe ». Parce que en fait, les visions vont refléter le soi intérieur, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc en réalité, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu une vision parce que moi, personnellement, j'y crois, ou parce que moi, j'y ai pensé à un moment donné. Et ça, c'est vraiment très important. Et voilà, il existe en fait tout un tas d'EMC possibles, c'est vraiment accessible à tout le monde, ça demande simplement un petit peu d'entraînement. Certains sont vraiment souhaitables d'un point de vue émotionnel, psychologique, voire même spirituel, et d'autres beaucoup moins. En tout cas, ces EMC sont vraiment une occasion unique de se découvrir soi-même, que ce soit la partie consciente ou inconsciente. Et si certains EMC peuvent faire peur, ne faudrait-il pas au contraire avoir peur de ne pas se connaître et de rester dans une forme d'ignorance de soi-même ? Et si aujourd'hui il est unanimement reconnu qu'il est très important de prendre soin de son corps avec par exemple une activité sportive, il est beaucoup moins courant de faire la même chose pour le cerveau avec les EMC. Et c'est bien dommage car non seulement ça permet d'augmenter ses capacités, notamment en termes d'attention et de concentration, mais également de se connecter à son soi intérieur et donc de mener une vie beaucoup plus en accord avec soi-même. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. C'est assez difficile de parler des EMC de manière générique comme ça, sans aller dans le détail de certains effets précis, mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Merci à tous et à bientôt!